monde d'à peu près. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Monde à peu près. Une émission qui vous est proposée par Artemus. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux habituels, sur Telegram, Facebook, Odyssée et sur notre chaîne YouTube Artemus Belgique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Vacky. Bonjour. Bonjour. Et pour cet entretien, je suis accompagné par Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Et par Lamine. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Alors, Laurence Vacky, vous êtes personnalité multiple, si on peut dire, puisque vous êtes philosophe, écrivain et artiste. Si j'ai bien tout regardé un peu votre CV, au sens large. C'est pour ça que j'ai résumé par artiste philosophe. Très bien. Ça a donné le côté à la fois saltimbanque et intellectuel, et je pense que les deux vont très bien ensemble. Ça peut être... Pas toujours, mais ça peut. ça peut être conciliable. À la période où nous vivons, je pense que c'est une option intéressante. Tout à fait. Et justement, quand on se présente comme philosophe, parce que ça paraît toujours un peu flou, un peu vague dans l'esprit du public, qu'est-ce que vous considérez, vous, qu'est-ce qu'une philosophe dans votre cas ? Alors pour moi, un philosophe, c'est pas quelqu'un, ça peut, qui manie des concepts, mais c'est quelqu'un qui regarde ce qui est, qui regarde la réalité et qui permet à tout à chacun de se poser des questions. Donc poser des questions pour faire que les gens se posent des questions et trouvent en eux-mêmes des réponses. Voilà, c'est ça qui me semble très important. Alors il y en a qui appellent ça une philosophie du présent. Je pense que toute philosophie est amenée à interroger ce qui est, ce qu'on vit, et donner un axe de réflexion qui n'empêche pas parfois de citer d'autres philosophes, mais notre période est tellement riche actuellement qu'elle mérite une philosophie à elle-même. Mais justement, quelle philosophie dans ce cadre-là? Parce que vous dites qu'elle mérite une philosophie. La philosophie, il y a une histoire de la philosophie, il y a eu différents philosophes, et aujourd'hui, est-ce que le philosophe est quelqu'un qui va arriver avec de nouveaux concepts ou pas? Et il y a aussi d'autres... Vous avez des compères en France, notamment un Bernard-Henri Lévy, pour ne pas le citer, qui se dit philosophe. Bon, Il a le droit de se dire philosophe en même temps. C'est un peu la base de ma question, parce qu'on a l'impression que c'est un peu flou et qu'il y a plein de gens qui prétendent à ce titre et que ça ne veut plus dire réellement quelque chose, à rapport à ce que c'était peut-être à la base de la philosophie réellement. En plus, chaque philosophe de toute période a défini les choses différemment. Moi, ce qui me semble important en tant que philosophe, c'est justement de sortir du conceptuel, d'être dans la réalité, d'éprouver la réalité, de voir ce multiple de la réalité. Mon travail philosophique plus axé est sur ce que j'appelle la philosophie de l'indifférenciation, qui est sur l'identité. Mais là, moi, je parlais en tant que philosophe par rapport, donc, on a vu l'association, les trois ismes, donc covidisme, écologisme et terrorisme. Et l'essai que je prépare est un essai philosophique sur l'écologisme, donc à amener à se poser des questions à partir de la science, parce que la science et la philosophie sont liées. Et il est bien dommage d'oublier que la science est un apport fondamental de questionnement philosophique que tout à chacun aussi peut se poser. C'est pas parce que on n'a pas fait un cursus. D'ailleurs, le cursus universitaire philosophique peut à la fois être fondamental et intéressant, et aussi à la fois figé. Alors que pour moi, la philosophie elle doit être vivante. mais alors, quelle est la différence entre un penseur, un libre penseur, et un philosophe? Est-ce que c'est la même chose, selon le philosophe, c'est quand même la sagesse, c'est-à-dire l'art de vivre. Oui, c'est l'amour de la sagesse. C'est l'art de vivre, l'amour de la vie. Okay. On trouve souvent des philosophes spontanés, justement, dans les êtres qui sont en contact avec la vie de la terre, des animaux. Je n'ai pas là en mémoire tout de suite des noms, mais je constate ça. C'est plus en contact avec la vie qui se manifeste spontanément dans la nature. Les agriculteurs, pas les agriculteurs, ceux qui font leur potager, ont souvent une grande philosophie. Oui, mais de toute façon, c'est avec ce qui est, donc c'est aussi la mort, la vie un peu morte des gens qui sont aveugles, et la mort vivante de la spiritualité. Il y a justement cette idée de tout séparer. La philosophie regroupe tout. Le regard philosophe fait un lien à tout.
Est-ce que vous seriez d'accord si on disait que tous les enfants ont quelque chose de philosophe en eux, par leurs questions, par leur curiosité, par leur goût d'apprendre? Je pense que la curiosité et la philosophie, oui, c'est quand même très très important. C'est peut-être déjà ce que ça tue parfois à l'université, c'est-à-dire cette curiosité. Alors les enfants, ça dépend de quel âge, parce qu'un préado et un ado souvent devient très conformiste. Mais dès les bébés et les enfants, c'est vrai qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, ce que nous avons oublié. Donc oui, dans ce sens-là, on peut dire qu'ils ont nous redonner une perception de la vie, de l'essentiel, et du jeu. Pour résumer en fait votre approche, on pourrait dire que, selon votre approche, la philosophie, c'est l'école de la vie finalement. Oui. Oui, c'est vraiment ça. Pas mieux. Voilà, c'est parfait. C'est pour aussi dire que philosophie, ça veut dire l'amour de la sagesse, et vous avez raison de le signaler que quand on va dans les universités ou des cursus classiques, on n'y retrouve ni amour ni sagesse, finalement. Donc effectivement, quand on prend l'exemple de Catherine, c'est cet amour qu'on veut partager et la sagesse qu'on peut amener aux autres personnes avec qui on interagit, tout simplement. On pourrait un peu comparer la même chose que la formation de la médecine, qui va rendre plus dans le bachotage, dans la compétition entre les élèves, plutôt que le soin de l'autre, l'amour de l'autre, le besoin d'apporter quelque chose à l'humanité. Et d'ailleurs, ça rejoint un sujet qui vous parle beaucoup, à savoir la souveraineté personnelle. Oui, la souveraineté personnelle. C'est là que ça s'applique à ce genre de philosophie. En fait. Oui, c'est fondamental de ressentir, en sachant aussi parfois identifier que cette souveraineté se dilue, en sachant aussi que la souveraineté personnelle, c'est aussi le peuple souverain, les pays souverains. Donc du coup, on revient sur la notion même de démocratie, qui est souvent confondue avec la République, qui sont deux notions différentes. Nous sommes beaucoup plus en République qu'en démocratie, mais on confond les deux, malheureusement, parce qu'on croit qu'on est en démocratie, alors qu'en réalité, nous sommes représentés. Ce qui, du coup, on délègue à quelqu'un notre souveraineté, enfin, elle se perd dedans. Sur ce sujet, alors vous rejoignez par exemple les travaux et les propositions d'un Étienne Chouard? Oui. Alors, c'est vrai que quand il parle en débat, il est un peu plus radical que quand on échange avec lui, parce qu'après, on est face à, et ça c'est aussi quelque chose de très important dans la philosophie, face à ce qui est. C'est-à-dire que face à ce qui est, on ne peut pas, malheureusement, ou heureusement, ne pas composer. On est obligé de faire avec ce qui est. On ne peut pas dire, là, on retire tout, on est tout le temps, c'est tout le temps le peuple qui décide et tout. Ça veut dire, mais comment, quel fonctionnement, sur quel sujet on va fonctionner comme ci ou comme ça, ou sur quoi on va quand même avoir des représentants, qu'est-ce que ce sont ces représentants, etc. Mais pour en revenir à Étienne Chouard et faire face à ce qui est très intéressant, c'est qu'Étienne Chouard, il dit, je ne sais plus combien d'années, je vais réduire probablement à 10 ans, qu'il propose que l'humain se comporte en souverain et se prenne en main, entre autres en écrivant sa constitution. Oui. Et en fait, il est fatigué de ce message parce que tout le monde l'écoute, tout le monde lui dit bravo, bravo, génial, et puis il faut passer au faire. Qu'est-ce que vous conseilleriez justement, alors vous en tant que philosophe, pour ce faire? C'est vrai que par rapport... Alors d'ailleurs, j'ai acheté son livre pour soi-même remplir les blancs dans la Constitution. Le problème du faire, c'est déjà se poser les bonnes questions. Et se poser les bonnes questions, ça veut dire quand même déjà avoir une capacité à voir à 360 degrés. C'est pas regarder juste à court terme. La réalité aussi que peut permettre de voir le philosophe, c'est qu'on est amené dans nos sociétés à du court terme. Donc on voit, je me souviens quand je prenais des cours de ski, on disait mais quand on fait du ski, on regarde pas ses spatules, on regarde devant. Là, on est tous en train de regarder nos spatules. On ne va pas se juger mal par rapport à ça, mais on est quand même dans des situations extrêmement anxiogènes. Alors, que proposer par rapport à ça et par rapport au faire? Déjà, savoir organiser sa propre vie. Savoir et puis savoir que les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, ça amène déjà soi-même, au lieu d'essayer de conseiller, de voir dans telle et telle situation, d'être acteur toujours. Voilà. Après, au niveau de la Constitution, est-ce que réécrire la Constitution
changerait tout. C'est surtout dans l'idée qu'on a le pouvoir de faire quelque chose qui permet de proposer. C'est-à-dire que même si nous étions amenés en tant que peuple souverain, bon, on est quand même beaucoup nombreux à écrire une constitution, donc chacun réécrirait la sienne, il y aurait beaucoup de discordances, de choses qui n'iraient pas. Et puis, comment on aborde le sujet, avec quelle connaissance on aborde le sujet, avec quel savoir on aborde le sujet. Et on revient toujours dans la même chose, et ça va vous parler d'autant plus. Comment avons-nous des informations? Quels sont les médias qui nous informent? Qu'est-ce que l'on sait? Et là, on se pose ce gros problème de financement de nos médias, donc mainstream, officiels, et des médias alternatifs qui ont besoin aussi d'être financés. Et déjà, voilà, avoir l'information. Donc l'information, c'est les médias pour les enfants et les adultes, c'est l'école pour les enfants, parce qu'il y a un certain niveau d'information pour déjà proposer quelque chose d'intéressant. De faisable, et surtout à chaque fois quand il y a quelque chose qui se fait, pouvoir avoir une rétroaction pour avoir des réajustements. C'est bien ce qu'on peut reprocher à certains politiques qui nous mettent des mesures sans jamais nous faire des comptes rendus. Là, vous mettez le doigt sur un point qui est important, c'est qu'effectivement, à partir du moment où vous voulez une réelle démocratie, comment vous l'organisez quand on est, pour la France, à 68 millions? Est-ce que le problème n'est pas, en fait, pour avoir une réelle démocratie, de décentraliser et d'avoir des petits groupes d'individus qui se géreraient, en fait? C'est pas là où est tout le problème, en fait. C'est sur cette masse critique de personnes. Arriver à tous les mettre d'accord, ça va être compliqué. Oui, alors je ne sais pas si c'est mettre tout le monde d'accord. On dit toujours aussi que la démocratie est la pire des systèmes. En tout cas, que les mesures qui sont décidées correspondent à du terrain. Donc ça revient sur cette notion de local. C'est-à-dire que si on parle par rapport aux agriculteurs, puisqu'on va avoir Sébastien Béraud tout à l'heure, c'est par rapport à ses besoins, ce qu'il a éprouvé, les problèmes au niveau des récoltes, les problèmes aussi de trésorerie, et effectivement de permettre que ces gens-là résolvent leurs problèmes à leur niveau. Au niveau de l'école, je crois que, par exemple, les personnes qui sont confrontées avec les élèves, eux savent exactement les problématiques à résoudre. Et c'est là où aussi le métier de journaliste est philosophe, mais le métier de journaliste est fabuleux, c'est que il permet justement de faire des enquêtes, ce que évidemment nous ne faisons plus parce que ça demande du financement, pour justement voir les besoins qui sont sur le terrain et qui sont spécifiques à chaque fois. Après, la décentralisation, ça a des avantages. C'est un peu comme, par exemple, si on pense à l'armée. On va mener un combat. Il y a un moment donné où on peut écouter des soldats qui ont fait des repérages, etc. Et puis, sur d'autres moments, c'est important qu'il y ait un chef qui soit responsable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une forme de structure absolue qui soit bonne pour toutes les situations. Mais l'évidence, à chaque fois, c'est le terrain. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'importance de la science moderne, de l'observation et de l'expérimentation. Et on est en train de sortir avec justement cette technologie qui nous met dans un prédictif comme si c'était le terrain. Finalement, quand je vous entends parler, vous êtes plus proche des idées qu'a développé Valérie Bugeaud, d'ailleurs qu'on a reçue ici, qui elle dit en fait qu'on faudrait revenir à une espèce de sorte de corporation. J'ai pas envie de déformer exactement son travail, mais je vais le vulgariser. Devenir à des sortes de corporations où c'est par métier qu'il y aurait des accords, puisque forcément entre eux ils pourraient se fédérer en fait et arriver à des règles pour leur métier, qui peut rentrer dans leur métier, etc. Vraiment à l'image de ce que c'était les corporations au Moyen-Âge. Oui, et puis ce qui n'empêche pas après l'intervention d'économistes qui vont expliquer certaines procédures ou des historiens. Les historiens sont très importants sur des expériences qui ont été faites, qui ont marché, qui n'ont pas marché. Il y a des choses qui se font à un moment donné qui vont fonctionner, qui dans d'autres circonstances vont pas fonctionner. En fait, on est sur de l'échange à chaque fois et de l'expérimentation, effectivement. Mais partir de la souveraineté individuelle est évidemment essentiel pour arriver à la souveraineté d'un pays, d'un groupe. Et d'après une expérience que j'ai menée et qui est en cours en Savoie,
Ils sont en train d'écrire leur constitution. Oui, j'ai rencontré le président. Oui, bon, moi j'ai quitté le président, mais c'est pas grave. On va finir par tout savoir. Oui, enfin quitter le titre que j'avais reçu par ce président, qui néanmoins fut utile, puisqu'il m'a permis à enclencher un mouvement, alors que je n'habite pas la Savoie. Lui non plus d'ailleurs. Non, il habite, mais il n'en vient pas. Ce qui est intéressant, c'est que ça a commencé par des petits groupes qui ont commencé à écrire leur constitution, qui n'avaient aucune formation, aucune connaissance, et ce qui en est sorti, c'est une intelligence collective. Parce qu'après, les groupes se sont réunis, et par leur travail d'abord individuel, et puis en collectivité, a créé une intelligence collective, et surtout, ça a créé des liens de cohabitation avec des gens qui pensent différemment, et ils se sont rendus compte que maintenant il suffit d'étaler ça petit à petit au reste de la population. Donc, que pensez-vous de l'intelligence collective ? Ce que vous dites, ça fait penser à ce qui s'est passé avec le Covid. C'est-à-dire que ça a fait rencontrer des gens qui a priori ne se seraient jamais rencontrés, et qui, entre eux, ont créé des actions pour se tenir, pour essayer déjà aussi de comprendre ce qui se passait. Parce que je pense que, ça soit en Belgique ou en France, on a été mis dans une situation de sidération. Donc, l'intelligence collective et l'intelligence individuelle, c'est pour ça que moi je défends absolument l'individualisme dans la définition de ce que c'est a priori, c'est-à-dire le travail de devenir un individu, c'est-à-dire de devenir un. On ne devient pas un tout seul, déjà, on a besoin de l'autre. Et en fait, donc cette intelligence collective qui va sur cette intelligence individuelle qui va de nouveau nourrir l'intelligence collective du mouvement en évolution, et c'est des va-et-vient permanents. Il y a aussi ce fait que quand on commence quelque chose, quand on agit et qu'on n'est pas passif, on ose. Il y a quand même, dans votre raisonnement, il y aura quand même toujours des suiveurs, en fait. Oui. Est-ce que chacun doit être... Enfin, il est important de cultiver sa souveraineté personnelle, mais est-ce que chacun est capable et outillé pour y arriver ? Et est-ce que ce serait bon pour la société que tout le monde en soit capable ? Parce que après, ça peut devenir une cacophonie, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr, je comprends. D'abord, on peut décider de suivre. Il y a une grande différence entre suivre parce que on pense que les autres savent mieux que nous, et décider de suivre une idée ou une corporation ou autre. Là, on est aussi acteur quand on a la décision de faire quelque chose. Si je m'interroge, puisque je parlais dans mon expo de mon exposition, la nécessité de la science, je vais écouter tel scientifique, je vais suivre sur certains domaines. Parce que moi, je ne l'ai pas, mais quelque chose dans ma sensibilité, donc on revient sur la philosophie, va faire écho. Il y a quelque chose dedans qui fait sens. Peut-être que le mot le plus convenable n'est pas suivre, mais écouter, étudier, que suivre sémantiquement. Je décide d'écouter, je décide d'étudier tel scientifique, d'observer ses travaux. Pour moi, le mot suivre a quelque chose d'un peu sectaire dans le mot suivre. Ouais, il y a le suivisme, peut-être. Après, c'est plutôt est-ce que j'ai confiance en cette personne ? Le problème. Voilà. On arrive au problème de l'information. Ouais. Quelle information on consomme ? Et qui est derrière cette information ? C'est-à-dire que, en fait, la philosophie, c'est très bien. Étymologiquement, ça veut dire l'amour de la sagesse, mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est bien de contempler la sagesse et d'en être amoureux, mais il faut devenir sage. Ou alors, qui sont les sages, en fait ? Qui sont les sachants ? Qui sont les sages ? Et comment on peut leur faire confiance ? Est-ce qu'il faut pas des garde-fous ? Voilà. Et qui nous donne l'information ? Parce qu'aujourd'hui, les systèmes d'information, en fait, on est dans une oligarchie, c'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir de battre monnaie ou qui ont le pouvoir d'argent sont eux qui vont décider quel est le bon média, parce qu'ils vont avoir la possibilité de diffuser. Ils ont les réseaux de distribution, ils ont les réseaux d'influence, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais justement, la sagesse, c'est d'avoir l'état d'esprit qui permet de capter ce qui fait sens et ce qui ne fait pas sens, ce qui est juste ou ce qui est de la manipulation. En fait, c'est toujours dans l'état d'esprit. La sagesse, elle ne permet pas d'être sage, elle ne permet d'être dans une écoute
ouverte, qui n'est pas à partir du moment où on vous met dans une position, c'est pour ça que j'avais parlé des indices, dans une généralisation, vous êtes sûr que c'est une propagande. Quand on vous culpabilise, c'est une propagande. Quand vous met dans une pour ou contre, là vous faites le pour ou contre Trump ou pour ou contre Poutine, vous savez que vous êtes dans une propagande. En fait, c'est des éléments relativement simples qui vous permettent d'être dans la nuance. En fait, la sagesse, c'est d'être dans cette nuance, dans ce multiple. C'est pas simplement, c'est pas l'amour pour l'amour de la philosophie. C'est vraiment un état d'esprit qui permet d'être acteur. Et alors après, on peut être en admiration par rapport à certaines articulations conceptuelles. Ça n'empêche pas. Mais moi, ce que je pense qu'il est important, c'est cette sagesse de ce qui est pour agir justement. Et agir, ça peut être, alors ça peut sembler paradoxal, mais je ne pense pas, on parlait de suiveur tout à l'heure, agir, c'est parfois décider, ne rien faire, c'est aussi agir. Bien sûr. Oui, c'est un positionnement aussi, oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'idée de construire, d'être pragmatique sur un système, quel qu'il soit, vous parliez d'intelligence collective, mais il y a aussi l'être humain là-dedans, et que penser ou comment concilier, par exemple, l'intelligence émotionnelle dans tout ça? C'est fondamental. La connaissance, enfin quand j'ai schématisé malgré tout donc le savoir, la croyance et la connaissance, donc connaissance où j'ai mis la philosophie dedans, c'est justement l'intuitif, c'est le charnel aussi, le corps. Le corps est un outil fondamental de connaissance. On l'oublie souvent, le corps. Justement, nous ne sommes pas des machines. C'est vraiment la combinaison du ventre et du cerveau, en fait, c'est l'intuition et puis l'intellect derrière, c'est la combinaison des deux qui va... Plus la croyance, parce que la croyance, on ne peut pas vivre sans croire. On ne va pas condamner la croyance, par contre on peut se poser des questions sur à quoi sert la religion institutionnalisée, mais elle sert aussi à quelque chose. Il ne s'agit pas du tout rien encore une fois. Oui, donc, non, mais quand vous parlez de croyance, c'est juste une croyance collective en un monde meilleur. C'est toutes les formes de croyance, et même celles que de croire qu'il y a une intelligence supérieure ou quelque chose qui a du sens, même si en réalité on se pose la question du sens. Y a-t-il un sens? Ça nous fait du bien de le croire. On a quand même besoin, malgré tout, de se rassurer. Enfin, nous sommes des humains un peu fragiles parfois. Pour l'instant, il y a un mot qui circule aussi beaucoup, à part souveraineté, c'est le mot conscience. Comment définiriez-vous le mot conscience? La conscience, ce qui est, ça a été beaucoup développé avec le développement personnel, mais tout ce travail... la conscience, c'est pas quelque chose, je suis conscient un instant et puis je suis plus conscient. C'est une façon d'être en permanence, de ressentir, et énormément aussi avec le corps, d'avoir la conscience de ce qu'on ressent, de dire tiens, je vois telle personne, ah, je l'aime pas, ou ah tiens, 3 secondes après, ah oui, c'est la conscience de ses pensées. Les pensées, ce n'est pas ce qui est, mais elles viennent en permanence et elles ont un sens. Les pensées aussi peuvent avoir un sens par rapport à une douleur physique, et puis c'est comme les rêves, et se donner l'impression que c'est ce qui est. La conscience, c'est sentir tous nos mouvements, à la fois nos mouvements internes et aussi dans les échanges d'énergie avec l'extérieur, avec les autres personnes et tout. C'est finalement, la conscience, c'est l'inverse du jugement. Et comment avez-vous fait, par exemple, pour développer cette conscience d'être consciente? Alors, moi j'ai un auteur que j'ai rencontré via un livre qui est Krishnamurti. Et quand j'ai lu, donc c'était la première et dernière des libertés, mais je crois que j'ai lu tout ce qui était en poche. Pour la première fois, je voyais écrit ma façon de voir la vie. Justement, ce non-jugement, ce qui est, à chaque fois je répète ce qui est, mais cette perception qui n'est jamais figée. Et mon travail sur l'identité, c'est effectivement, je suis jamais figée dans une identité quelconque, dans une catégorisation, en sachant que telle catégorisation aussi m'apporte quelque chose. Elle m'apporte un confort, elle m'apporte un outil de communication. Donc voilà, Krishnamurti, ça a été pour moi
Voilà, quelqu'un d'ailleurs qui pose énormément de questions. Alors il est considéré comme un spiritualiste ou parfois comme un philosophe indien, ou après on lui met tout un tas d'étiquettes. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, on voit le mouvement quand il présente une interrogation sur, je sais pas moi, à quoi sert l'école, comment on devrait changer l'école pour qu'elle apporte quelque chose. Voilà, on est toujours dans cette question qui, évidemment, dans la question, on a déjà le début de la réponse. Après, vous dites qu'il faut être dans le non-jugement. J'aimerais bien que vous le développiez parce que finalement, le jugement est instinctif. C'est-à-dire que si on croise quelqu'un qui nous semble louche, on va éviter son regard, on va éviter de le croiser dans le trottoir. Et peut-être qu'on a raison, peut-être que cette personne, on a l'intuition qui peut nous faire du mal. Non, mais justement, c'est intéressant parce qu'on parle de conscience, et de pensée, des choses, du ressenti. Mais avant tout ça, il y a l'instinct, justement. Oui, voilà. Même pas l'intuition, l'instinct. Et normalement, l'instinct est toujours précis. Et c'est pas du jugement. Finalement, c'est une impression qui est correcte, mais qu'on peut vite oublier parce qu'on va mentaliser et que la bienséance, on peut pas dire ça ou on peut pas penser ça. Mais l'instinct est très précis avant ça, justement. Je pense, c'est la différence entre le jugement et l'instinct. Parce que cultiver l'instinct, c'est prendre soin de son corps, parce que c'est lui notre détecteur. Mais parfois, il faut le dompter quand même cet instinct. Parce que non, il faut l'écouter. Il faut l'écouter, ouais. Je pense. Non, parce que instinctivement, on pourrait avoir envie de tuer son voisin parce qu'il met la musique trop fort. Vous voyez ce que je veux dire? Alors l'envie de le tuer, elle arrive après l'instinct. Ok. Vraiment. Mais Vraiment. L'instinct, ce qui est compliqué avec l'instinct, je dis ça parce que je donne des cours sur la question. Ce qui est compliqué avec l'instinct, c'est que c'est extrêmement furtif. Mais c'est très très précis et c'est toujours juste. D'ailleurs, l'exemple que je donne souvent, c'est qu'il y a des gens qu'on rencontre et on a quelque chose de très négatif et puis ça passe. Et après, on passe plein de temps avec eux, c'est formidable et un jour, ça se casse la gueule. Et on comprend pas pourquoi. Et si on se rappelle que quand on les a rencontrés, et inversement, il y a des gens qui vous font l'inverse de ça. Et après, la réflexion est inversée. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vraiment. Et d'ailleurs, l'instinct et souveraineté personnelle, donc cette capacité à percevoir, ça va ensemble. C'est-à-dire d'être à l'écoute de cette manifestation qui n'est pas de la pensée. La pensée, elle est déjà une traduction. Oui, on est d'accord. C'est pour ça que les animaux ont des instincts, mais ils ne produisent pas de la pensée. Eh bien ça, je ne sais pas. J'aimerais bien savoir justement, parce que quand on dit les animaux, d'abord, ça recouvre des espèces extrêmement différentes. Moi, j'ai un chat, je me pose la question s'il pense ou pas. Je trouve qu'il pense beaucoup, quand même. Après, il y a les phénomènes d'anthropomorphie. Voilà, ça aussi, l'être humain a tendance à donner donner des compréhensions humaines à des comportements animaux. Voilà, c'est aussi, faut aussi jauger la part de la vérité. Après, on ne saura jamais. C'est ça le truc. Il faut aussi être humble. Alors, pour le plaisir, quand même, j'avais un ami éthologue et qui me disait que les oiseaux qui chantent, ils chantent aussi pour le plaisir. Donc s'ils prennent du plaisir, c'est qu'ils ont de la pensée. Mais je pense que tout le monde, toute la vie est tournée autour de la joie et du plaisir, sinon elle ne se manifesterait pas. Par contre, j'aimerais revenir sur les étiquettes, les jugements. Et je trouve qu'actuellement se développe dans la dite dissidence et résistance de plus en plus d'étiquettes et de plus en plus de jugements, ce qui pour moi est l'anticonscience complète. D'où ça vient du fait que dans un mouvement de résistance qui est né en force à partir de l'histoire du Covid, actuellement, dans ce même mouvement, il y a un nombre incalculable d'étiquettes qui sortent, franc-maçon, satanique, opposition contrôlée, etc., etc., ce qui pour moi tue toute la conscience. Qu'en pensez-vous? La première cause, c'est la peur. Les gens ont peur, c'est-à-dire que paradoxalement, le Covid au début a quand même fédéré sur un même axe. Après, chacun a été amené à retrouver ses activités, plus ou moins, parfois même à changer. Les personnes qui avaient déjà un fort ego, et encore quand je dis fort ego, c'est pas une critique, mais qui avaient déjà une place, veulent retrouver aussi leur place. D'autres personnes ont émergé, et des gens qui pensaient avoir une place, finalement, ils l'ont perdue. Il y a aussi cette peur du lendemain, parce que malgré tout, est-ce que si on fait confiance à un tel, est-ce qu'effectivement ce n'est pas de l'opposition contrôlée? Moi, j'en sais rien. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de ne pas savoir, d'accepter de ne pas savoir, de l'incertitude, et de prendre ce qui permet d'avancer malgré tout. Opposition contrôlée dans la situation dans laquelle on est. Alors c'est peut-être un jeu de mots ce que je vais faire, mais on est tous plus ou moins contrôlés.
Après, voilà, je pense qu'il y a cette peur, cette défiance, la peur de se tromper, qui est justement là aussi l'inverse de la souveraineté personnelle, cette peur de se tromper en permanence. Ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire se tromper en même temps, hein? Peut-on résumer que justement la souveraineté se développera ou se retrouvera, parce qu'on l'a quelque part, elle est endormie, en osant se tromper? Oui, en acceptant de pouvoir se tromper, en sachant que ce qu'on appelle se tromper, l'échec, ben, c'est peut-être pas forcément un échec en fait. Là où un échec peut vraiment être qualifié comme tel, c'est quand on a fait du mal à autrui ou qu'on a détruit. Mais telle direction que parfois on pense qu'il va se passer quelque chose, une collaboration et tout. La collaboration se fait pas, mais le fait qu'on ait imaginé une collaboration, finalement, ça nous fait sur un autre projet où on va tomber amoureuse d'une personne qui ça va pas du tout, mais finalement on est déjà préparé sur une autre personne avec qui ça va se passer. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est en fait l'échec? Ça veut pas dire encore une fois que on doit pas regretter que quelque chose ne se fasse pas, mais c'est une étape avant d'avancer vers autre chose. C'est parfois une source d'apprentissage. Et c'est pas ce qu'on appelle populairement la destinée, finalement. Ben oui, alors en plus, parfois on aimerait bien être un peu éclairé de ce qui va nous arriver, et spécifiquement en ce moment, et notamment au niveau géopolitique. Mais oui, c'est la destinée. Alors a-t-on un destin? Alors ça peut être justement une question très intellectualiste, en fait. C'est ça qui parfois me gêne dans certaines positions philosophiques, c'est cet intellectualisme. Alors que pour moi, la philosophie, c'est vraiment le charnel, c'est vraiment le désir de jouir de la vie, en fait. Oui, c'est pas venir avec un discours abscon, c'est quelque chose de populaire en fait. En fait, ce que vous dites, c'est finalement tout le monde est capable de philosophie. Ben, en tout cas, un bon philosophe est celui qui donne envie aux autres de philosopher, quoi. C'est une bonne définition de la philosophie ou du philosophe, hein, tout à fait. Et vous préparez un prochain livre où vous dites, les termes, c'est le covidisme, l'écologisme et le terrorisme. Et vous mettez tout ça sur pied d'égalité, ou vous pourriez un peu nous expliquer un peu en détail ce que vous voulez faire de ces termes-là et ce qu'ils veulent dire pour vous? En tout cas, bon, c'est 3 ismes. Hein. En général, les ismes. Moi, je suis ismophobe. Voilà. En plus d'être fouillophobe. Alors, fouillophobe, donc, c'est un mot que j'avais inventé pour montrer cette phobie d'être fouillé, notamment par des vigiles. Et ça a duré très longtemps en France et je pense que ça peut se remettre du jour au lendemain. D'ailleurs, pour la boutade, j'habite à côté d'un centre commercial et jusqu'à même mi-2024, voire fin 2023, on avait encore des vigiles qui pouvaient vous demander d'ouvrir votre sac. Et Ikea est arrivé. Et depuis que Ikea a pris ses quartiers dans ce centre commercial, nous n'avons plus de vigiles, nous n'avons plus de triangle orange. Vraiment, c'est magique. Merci, hein. Je voulais dire, vive la Suède libre. Donc ça monte le pipeau quand même. Hein. En fait, ces 3 choses, oui, c'est des choses, mais des choses au sens péjoratif. C'est des manières à faire paniquer les gens. Hein, c'est des instruments de peur. Hein, on a peur pour sa sécurité. Mais c'est pas de la sécurité, c'est du sécuritaire. On a peur pour sa santé. Avec une résolution qui pose question sur. Alors après, je vais pas rentrer dans la polémique. Est-ce que le vaccin est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien et tout? La réalité de ce qui s'est produit là, c'est qu'on avait quand même des injonctions en phase expérimentale. Des injonctions, tiens, des injections. Mais les deux étaient en phase expérimentale. Voilà. Donc là, il y a même pas à réfléchir. Alors là, c'est l'intuitif, à mon avis, qui me fait tout de suite réagir là-dessus. Quant à l'écologisme, donc j'expliquais le CO2 qui n'est pas un polluant. Vous voyez là, c'est là où on revenait au sujet tout à l'heure, c'est sur l'information. Si on écoute les informations dites mainstream, le CO2 va nous tuer. Alors c'est pour ça que j'ai cité l'exemple tout à l'heure. Si on regarde par exemple Météo France, je pense qu'il y a un même pareil en Belgique. D'ailleurs maintenant on dit météo-climat d'ailleurs. C'est vrai. Oui, maintenant au niveau information, par exemple les chaînes françaises, c'est plus météo, c'est météo-climat. Ça a changé depuis quelques mois. Alors Benoît Ritaud, dans un de ses livres, racontait comment un monsieur météo qui s'était agacé qu'on lui demande toujours justement de prévoir le pire, hein, l'apocalypse, s'est fait virer.
Et c'est pas nouveau. Donc déjà, il y a une grosse pression. En fait, les présentateurs météo aujourd'hui sont des propagandistes. Mais on leur dit. Et puis en plus, on leur dit comment il faut s'habiller, on prend un parapluie et tout, parce que visiblement, on n'est pas capable de se dire qu'on va prendre un parapluie s'il pleut. Bon. Ça me rappelle juste une anecdote quand j'ai pris les routes de France en allant vers le sud. En été, il nous disait bien sur les panneaux qu'il fallait boire pour s'hydrater. J'étais pas au courant. Donc, non, oui. Non, mais heureusement qu'ils sont là. Oui. C'est vrai. Et donc, quand on regarde, donc nous on a Airparif, voilà. En fait, les gaz qui sont mentionnés, nulle part, donc mentionnés comme pollution de l'air, nulle part il y a marqué le CO2. Donc il y a même au niveau de l'information, c'est juste à regarder au bon endroit parce que l'information, elle y est déjà, et même par des établissements, donc comme Airparif, comme l'ADEME, etc. En réalité, même le GIEC. Suivant ce qu'on regarde du GIEC, c'est-à-dire entre les rapports et le compte-rendu, c'est le jour et la nuit. Oui. Les conclusions ne reflètent pas forcément les démarches scientifiques et les rapports. Donc voilà, alors le problème, c'est que les communiqués de presse, c'est ça que lit. Je ne sais même pas s'il lit la presse, en fait. Mais en fait, comme il y en a beaucoup moins de pages, c'est ça qui... Non, je pense qu'ils lisent que les titres. Mais voilà, c'est ça. Là est tout le problème. Et pareil pour vous, pour le Covid, on imagine bien. Pour le terrorisme, c'est la même chose pour vous. Il y a une différence en ce qui est présenté et ce qui est... En fait, sur le terrorisme, donc le site actuel que j'ai toujours, je l'ai ouvert suite à Je suis Charlie. Je suis Charlie, je ne sais pas ce que vous avez, vous, mais moi, quand j'étais enfant, on avait Cabu avec le Club Dorothée. C'est arrivé jusqu'en Belgique. C'est arrivé jusqu'en Belgique. Et donc, il y avait un côté très affectif aussi. Faut quand même savoir que, voilà, Je suis Charlie, la liberté d'expression, avec justement ce qu'ils avaient eu par rapport au dessin. Où ils avaient, c'était un choc. Après, le 13 novembre, il y a eu le Bataclan, le fait qu'on puisse se faire tuer. Maintenant, il faudra m'expliquer comment, en prolongeant un état d'urgence au-delà de 2017, ça permettait de protéger la population. En quoi fouiller le sac des gens. Alors, par exemple, donc le 13 novembre, donc 2015, Bataclan. Je crois que c'est le BHV ou je sais plus qui refuse de fermer ses portes. On arrive en pleine période de Noël, etc. Voilà. Finalement, ils ont été obligés de fermer. Par exemple, quand des gens ont fait leurs courses pour Noël, donc quand ça a réouvert, les vigiles faisaient réouvrir les paquets cadeaux aux gens pour vérifier qu'il n'y avait pas de bombes. Enfin, on a bien compris qu'il y avait une instrumentalisation et surtout qui était contre la population, comme on le voit par rapport au Covid. Donc le Covid, vous étiez potentiellement propagateur d'un virus et vous alliez tuer votre grand-mère si vous étiez un enfant. Et le CO2, c'est pareil, vous allez détruire la planète. Donc qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants ? Le terrorisme, alors encore une fois, c'est ce que j'ai expliqué aussi, le terrorisme, le terme juridique n'a pas de contour clair. Donc on peut mettre dans le terrorisme tout ce qu'on veut. Alors je ne parle même pas des fichiers S, etc. C'est-à-dire que les gens qui peuvent trouver normal d'un état d'urgence de 15 jours pour effectivement retenir et tout, oui, ok. Mais à un moment, il faut le lever. Mais au bout d'un moment, il faut le lever, sauf que c'est devenu la normalité. Et on a eu, pendant le Covid, à un moment donné, au bout d'un moment, il faudrait que je revoie, je crois que c'était 2022, on a refait encore un alerte Vigipirate spécial attentat, de nouveau tous ces triangles orange partout qui ont fleuri. De nouveau, fallait encore présenter son sac, etc. On voit bien que tout ça, c'est une mesure de coercition permanente. C'est un cache-sexe en fait de contrôle. On rentre dans une société de contrôle et ça a commencé avec le Patriot Act. C'est ce que j'allais dire, tout à fait. Alors malheureusement, j'ai jamais pris l'avion avant les attentats, mais il paraît qu'avant, c'était... Oui, non, c'est ça. Le Patriot Act est très intéressant. C'était une mesure provisoire et inédite qui était pour les États-Unis. Et on est dessus depuis maintenant 24 ans et c'est valable pour le monde entier. Pour la petite histoire, c'est intéressant. Je prends pas très souvent l'avion, mais quand je prends l'avion, à chaque fois qu'il faut mettre dans les bacs, il faut que je râle. J'ai besoin. J'ai besoin. C'est insupportable. Je comprends. Oui, absolument. Moi, j'ai une question un petit peu en dehors du sujet et peut-être que non. J'ai entendu dernièrement que dans ma jeunesse, il y avait des dessins animés qui avaient une certaine
dites entre guillemets violences, genre le chat qui chasse la souris. Oui, ça a été considéré comme violent. Et des mouvements ont dit on supprime ça. Et ils ont constaté qu'au fait, ces dessins animés d'une violence assez douce quand même, parce que c'était pour rire, parce que la souris ne meurt jamais, le chat plusieurs fois se fait assassiner et puis ressuscite. Ils avaient cru comprendre que ça créait une catharsis de la violence des enfants. Et qu'à partir du moment où ils auraient supprimé ça, une autre violence se serait beaucoup plus manifestée. Auriez-vous entendu parler de ça? Et qu'en pensez-vous si c'était vrai? Alors, moi, je n'ai pas entendu parler de ça, mais enfin, quand on voit les contes d'Andersen, c'est quand même très, très violent. Et que les enfants, c'est pas la violence le problème, c'est qu'ils ne puissent pas après s'exprimer et exprimer leur propre peur. C'est fondamental d'exprimer sa peur. On ne peut pas élever les enfants dans du coton en leur racontant des histoires de... Enfin, même les histoires qui ont été complètement nivelées par Disney, il y a quand même aussi pas mal de violence. Alors après, nous, on a eu la même histoire avec Club Dorothée, Goldorak, etc. Il n'y a pas si longtemps, j'ai regardé toute la série Goldorak, que j'ai trouvée vraiment très intéressante en plus. On ne peut pas mettre les enfants dans du cocon, mais par contre, on peut leur expliquer et être présent. Là où ça devient extrêmement violent, à mon avis, au niveau des enfants, c'est les laisser planter devant leur télé ou laisser planter devant des écrans et ne pas pouvoir échanger, ne pas voir ce qui se passe. C'est le problème de la vulgarisation et de la communication avec les enfants, des parents, parce que les accompagner devant les écrans et après même de faire une synthèse, une discussion sur ce qu'on a vu. Et effectivement, laisser les enfants seuls sur les écrans et puis après ils vaquent à d'autres occupations, c'est ça qui est dangereux finalement. C'est le manque d'explication et de synthétisation et de réalité de ce qui se passe. C'est ça le vrai danger, finalement. Et encore une fois, les contes d'Andersen, si on les lit, ils sont beaucoup plus violents que ce qu'on a fait notamment Disney. Donc après, alors la différence peut-être des contes Andersen, c'était peut-être des adultes qui racontaient cette histoire et qui mettaient peut-être des variantes suivant l'enfant ou qui expliquaient après et qui lisaient par morceaux. Je pense que la violence, c'est laisser un enfant seul face à quelque chose qui ne s'explique pas, auquel il ne peut pas lui-même exprimer quelque chose. Alors, c'est pas valable pour tout. Je pense que si on met un enfant de 10 ans devant un porno, c'est peut-être pas... Là, bon... là, on est sur vraiment autre chose. D'ailleurs, je pense que parfois, même pour un adulte, ça peut être assez problématique. Voilà, parce que c'est de la mise en scène, parce que ça n'est pas ce n'est pas du terrain, ce n'est pas de la réalité, ce n'est pas du charnel, ce n'est justement pas de la conscience. Non, oui, je suis pas au courant en fait et qu'est-ce que ça a donné après alors? En tout cas, moi j'ai des anecdotes de mon enfance où, élevée à la catholique, nous avions un catéchisme peint et alors il y avait la description du paradis et puis la description de l'enfer. Mes parents, mes enfants, enfin toutes les générations se passionnaient pour la description de l'enfer. Et je me souviens que nous adorions nous faire peur, nous, les cousins et les enfants ensemble. Et maintenant, je pense que les chiots, les petits chats ne font que ça. Ils se bagarrent entre eux, ils font du semblant j'ai peur, ils font le gros dos. Donc probablement que de vouloir supprimer toute cette dite, je mets entre guillemets, violence qui n'en est pas une, qui sont souvent des jeux, est probablement plus dangereux qu'on ne le pense. Oui. Si on voit déjà, parce que là vous parlez de la scène de l'enfer, mais enfin déjà la crucifixion, c'est quand même extrêmement violent. Très, très violent. Celle-là, pour le coup, franchement, oui. Pour un enfant, oui, mais après c'est ça le catéchisme, c'est de l'accompagner dans la compréhension symbolique de ce que ça représente en fait. Oui, il y a la partie, dans le cas présent, il y a la symbolique qui est importante. Pour moi, la symbolique est éminemment plus importante que le récit en soi. En fait, la vie n'est que des symboles. Mais par contre, je vais pas développer, mais il y a un concept clé qui est la peur en fait. Et aujourd'hui, c'est la manière dont, on va dire, nos politiques ou nos ingénieurs sociaux ont du contrôle sur nous en fait. Voilà, c'est eux qui l'instrumentalisent et ils l'instrumentalisent d'autant plus que justement des enfants n'ont pas été familiarisés avec cette peur, à la gérer, à comprendre comment la dompter.
Et plus C'était des peurs entre enfants, hein. C'était pas des adultes qui vont faire des peurs épouvantables. non, aux non, enfants. non, mais on parlait justement de dessins animés, de différents dessins, d'histoires. Je pense, justement, on parlait tout à l'heure de la peur qui empêche les gens d'oser, qui font qu'ils ont peur de se tromper, donc ils n'agissent jamais. Moins on agit, moins on confronte ses peurs, moins on prend de risques, plus on reste immobile. Oui, non, je pense qu'en fait, se confronter justement à ces histoires sont importantes. Et quand c'est des écrans en continu, au moins que l'enfant puisse expliquer ce qu'il voit. Et puis, en tout cas, il est sûr qu'une télé ou des écrans, c'est pas une babysitter. Mhm. Et donc, vous parlez dans votre prochain livre, je pense, vous allez parler du Covidisme. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau sur ce qui n'a pas déjà été dit, parce que ça fait déjà maintenant 5 ans. Oui, c'est ça, à peu près. Et 5 ans. 5 ans, c'est Mhm. ça. Donc ça fait 5 ans. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? C'est un regard plus philosophique, ou c'est quoi que vous voulez amener, peut-être, qui n'a pas encore été développé? Ce qui n'a pas encore été développé, c'est justement le regard de l'écologisme en montrant à quoi nous sert le covidisme. C'est-à-dire de voir donc notamment les effets secondaires, de voir la propagande et tout. Pour moi, ce cauchemar-là, de le comprendre, de le voir, permet d'éclairer ce que serait le cauchemar si on croit à cette fausse écologie. Donc voilà, ça va être C'est un outil de compréhension qui est très récent, qui a choqué quand même beaucoup de gens, qui aujourd'hui concerne beaucoup de gens par rapport notamment aux effets secondaires des injections. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont morts même après les injections. Ce choc-là, peut-être que j'idéalise, mais j'espère que ce choc sera salutaire pour autre chose. Et là, en l'occurrence, par rapport à l'écologisme, qui est quand même, c'est pour ça que j'avais lu cet extrait de Crichton, qui est à nous dire de sauver la planète, qui en réalité nous met en danger, nous. Puisque l'objectif, c'est quand même de nous faire disparaître, puisqu'on serait trop nombreux. Oui, mais finalement, avec l'élection de Trump, on n'a pas... justement, l'écologisme n'a pas... l'éclimatisme, plutôt, n'a pas justement du plomb dans l'aile, puisque on revient un peu en arrière sur cette thématique, et on voit qu'il y a plusieurs même gros fonds d'investissement qui ont arrêté de faire du greenbashing. Oui, mais Rockefeller existe toujours, et Rothschild aussi, et BlackRock aussi. Et leur descendance. Et Oui, leur c'est descendance. un peu le principe des Rockefeller et des Rothschild, c'est la descendance, parce qu'ils sont là depuis longtemps et ils ne sont pas prêts de partir apparemment. Alors en fait, c'est ce que j'expliquais dans la conférence qu'avait vue Nicolas, où je m'étais servi d'un livre sur justement comment l'écologisme prenait ses racines dans les décisions des Rockefeller de passer là-dessus. Donc il y avait vraiment un désir de transhumanisme et un désir de destruction de l'humanité telle qu'elle est. Et ça remonte au XIXe siècle. Donc c'est vrai que Trump a supprimé donc différentes aides qui après je connais pas tout ce qu'il projette de faire. Il a signé beaucoup de choses en très peu de temps, donc c'est difficile à suivre. Et qu'effectivement ça va couper l'herbe sous le pied de certaines associations, de certaines ONG et tout. Enfin, Soros est toujours là. Soros finance aussi pas mal d'ONG. Soros, c'est l'Open Society qui investit de l'argent dans beaucoup de choses. Effectivement, on n'est pas au bout de nos peines là-dessus. Et puis, il y a deux problèmes, deux choses qu'il n'y avait pas avant. Il y a toujours eu des ultra-riches. Il y a sans doute toujours eu des satanistes ou des gens mal intentionnés. Mais de par la déréglementation économique notamment, on est arrivé à des situations où des gens ont des sommes d'argent complètement disproportionnées par rapport à leur capacité à les gérer, parce que l'argent, c'est de l'énergie. Et on a aussi cette technologie qui est le numérique, qui permet de tracer n'importe qui est... donc on l'a dans nos portables et tout. Ces deux choses-là, donc de l'argent, c'est au-delà de l'ultra-riche, plus une technologie, donc 5G, 6G ou autre, qui est cette capacité, en plus ils se donnent la légitimité justement avec des prétextes écologiques, sanitaires et sécuritaires pour surveiller. Ils ont un pouvoir énorme. Ils ont maintenant, avec l'identité numérique, bientôt la monnaie numérique, la capacité du jour au lendemain de vous décider de vie ou de mort quand même. Mais là, vous nous faites peur. Vous ne serez pas en train de nous manipuler en vous faisant peur.
pour l'instant, l'identité numérique, elle n'y est pas encore. Bon, est-ce que pour échapper à ça, il va falloir qu'on se crée des refuges parce que la technologie, moi j'aime bien mon téléphone, ça dépend. C'est pas la technologie qui est le problème, c'est ce qu'on en fait. C'est l'usage. C'est pas l'argent le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Exactement, l'argent c'est comme très les important. programmes pour les enfants, le problème c'est pas le programme, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, On exactement. en revient toujours au même. Donc, c'est là qu'il faut de la sagesse. Si ces gens étaient sages, ils utiliseraient leur argent à rendre le monde meilleur. Voilà. Mais la vie peut présenter des surprises. Voilà, la vie n'est pas prévisible. Et on ne les connaît pas, puisque le mot surprise, ça veut dire qu'on ne les connaît pas. Par exemple, genre surprise, on pensait que le plastique était indestructible et que la dernière chose qui allait disparaître. Or, une bactérie serait apparue qui mange du plastique. Donc, c'était imprévisible. Donc, comptons sur le côté sage, justement, de l'instant qui va nous faire voir l'imprévisible à utiliser. Surtout que, alors au niveau du plastique, j'ai une position assez différente de ce qui a été le résultat quand même d'un gros bashing. Faut quand même bien comprendre que si le plastique n'existait pas, tout s'écroule ici, nos vêtements tombent, tout est en plastique. Le plastique est une matière extraordinaire. En revanche, qu'est-ce qu'on fait dans ces déchets plastiques ? Et là est la bonne question. C'est-à-dire, en plus, alors en France, on avait une industrie extrêmement puissante en plastique, où nous étions quasiment leaders, je crois qu'il y était numéro 2, en rivalité avec l'Allemagne. Et donc, il y a l'Allemagne, évidemment, qui a fait du bashing sur le nucléaire, qui a fait aussi du bashing pour le plastique, qui a fait couler nos entreprises de plastique. Donc il y a le plastique est d'autant plus, et effectivement j'ai entendu ça, encore une fois, et c'est pas parce que c'est biodégradable que c'est mieux du tout. Au contraire, biodégradable, ça veut dire que justement ça va dans le sol. Mais qu'est-ce que l'on fait de ces plastiques ? Parce qu'il n'y a pas un seul plastique. Et comment parce que le plastique, c'est quand même le signe d'une croissance. C'est une société riche est une société qui utilise le plastique, mais qui l'utilise du début dans sa production jusqu'à sa fin, quoi. Son recyclage. Son recyclage. Façon de dire, ou alors il y a plusieurs possibilités. Voilà. Mais là aujourd'hui, c'est pas en triant avec les poubelles qui en plus on s'aperçoit que des poubelles soi-disant séparées ne sont pas séparées. Ah bon ? C'est pas. C'est pas non plus en faisant des poubelles à puces qui... c'est des choses absolument épouvantables où on pèse les déchets des gens et on va les taxer en fonction de ça. C'est un cauchemar qu'on crée. Société du contrôle, de nouveau. C'est une société du contrôle qui, justement, va créer encore plus de décharges sauvages, en sachant qu'en France, je ne sais pas encore en Belgique, mais en France, même en région parisienne, on a des décharges sauvages, c'est quand même extraordinaire. Et pourquoi on a des décharges sauvages ? C'est qu'au lieu de penser des mesures dignes de ce nom, on taxe les entreprises. Les entreprises, à un moment donné, on dit j'en ai marre, on va jeter, voilà. À ce propos, je conseille la lecture d'un petit livre, je ne sais plus l'auteur, c'est une femme qui a écrit ça, qui s'appelle Recyclage, le grand enfumage. Oui. Très très intéressant. Alors là, vous allez un peu tomber de haut sur continuer à trier vos poubelles et à penser que vous êtes en accord avec la bien-pensance qu'on vous a vendue. C'est le nouveau du nudging. C'est des cabinets de conseil qui. Il y a ça. On a l'impression de faire quelque chose en faisant ça, en fait. Voilà, c'est soi-même qui se disciplinons. Et puis alors là où c'est terrible, c'est qu'on apprend ça aux enfants qui vont discipliner leurs parents. Je ne sais pas si les enfants ne supportent pas des histoires terribles, mais là, c'est quand même un système de délation presque. Mes parents. Une propagande. Voilà. Tous ceux qui ont des enfants savent qu'à un moment ou à un autre, ils vont vous casser la tête à mettre bien la poubelle, dans la poubelle bleue, dans la poubelle verte, etc. Non, mais c'est vraiment. Oui. Mais pour en revenir à la société de contrôle ou de punition, parce que c'est ça. L'un va avec l'autre. Oui. Et de taxation. Et de taxation, qui est une punition. On pourrait imaginer en équilibre une société de récompense. Alors je vais prendre un exemple qui n'est peut-être pas le bon parce qu'il n'y a pas de recyclage réel, mais aux États-Unis, les mendiants ramassent les bouteilles à recycler, et ils sont payés pour ça. Donc je ne dis pas que c'est bien, mais c'est pour donner un exemple de récompense.
Et j'ai l'impression que ça nous manque dans notre société. J'imaginerais des quartiers qui seraient fleuris, magnifiques, et la commune qui dirait, mais en récompense, les habitants de ce quartier paieraient moins d'impôts. Pourquoi pas? On pourrait imaginer des choses pareilles. Est-ce que c'est imaginable pour une philosophe? Moi, je m'inquiète toujours avec la récompense parce qu'il y a toujours la carotte et le bâton qui est pas loin. Après, Mais il faut des bâtons quand même, non? Il y a des gens méchants dans cette société. De permettre, par exemple, à une ville d'être belle. Alors, en France, on a des labels de villes fleuries. Ce qui est une forme de récompense. Voilà. C'est le plaisir du beau. Tiens, on revient aussi par rapport à la philosophie, la beauté. La beauté, l'amour. La réalité aussi de ce contrôle, c'est quand même la destruction, la laideur. Hein, alors, comment je suis aussi peut-être naïf ou un regard d'enfant qui est aussi intéressant, un regard d'enfant, mais je pense que quand un lieu est beau, ça encourage les gens à faire attention. Bien sûr. Il y a cet exemple où quelque part vous laissez 1 ou 2 ou 3 papiers traîner et très vite ça devient où tout le monde laisse son papier et même soi-même on peut être amené à dire bon vu qu'il y en a un, mais pas forcément par méchanceté ou par incivisme, c'est que voilà. Par l'expérience de H en fait. Et alors sans compter que alors il y a eu une tentation à un moment donné, j'espère que ça va pas aller au bout, d'en retirer les poubelles dans les villes. Alors que la propreté, la beauté, le respect du lieu, c'est au contraire de mettre des poubelles. Et justement, ça va à l'inverse de ces histoires de puces, de poubelles ou de limiter ou de faire des tris qui en réalité finissent tous au même endroit. C'est vraiment au contraire favoriser ça. De la même façon, tout à l'heure, quand je parlais qu'il nous est arrivé, donc lors de la conférence, qu'on s'est retrouvé à dire aux automobilistes ne stationnez pas et ne circulez pas. L'idée, ça serait peut-être de favoriser les gens à stationner. C'est évidemment pas ce qui s'est passé. Ou quand on leur permet de circuler, peut-être de permettre des meilleurs transports en commun et des transports en commun gratuits. De permettre aussi, parce qu'aujourd'hui à Paris, puisque c'est de là où je suis, rue de Rivoli, ça devient un enfer pour le piéton, parce que vous avez toujours un vélo ou une trottinette qui passe. Voilà, c'est-à-dire que le mieux est l'ennemi du bien, peut-être c'est ça qu'on pourrait dire. Voilà, en fait, la récompense, c'est quand on se sent bien quelque part, quand c'est beau, quand c'est justement l'inverse de cette décroissance que l'on veut nous imposer comme étant un idéal. Quelle horreur la décroissance. Comment on peut vouloir, on va dire aux enfants, tu crois pas, faut décroître. Qu'est-ce que vous avez justement contre cette décroissance? Et puis, la croissance, elle ne peut pas être non plus permanente. Oui, mais elle n'est pas forcément, elle n'est pas forcément linéaire, elle n'est pas forcément vers le haut, elle peut aussi être en profondeur et en largeur. La croissance, c'est l'évolution, c'est grandir. Grandir, c'est pas forcément, justement, on nous fait croire que la croissance, ça serait plus de biens de consommation. C'est le PIB en fait. Voilà, alors ce fameux PIB, voilà. Non, la croissance, c'est à tous les niveaux. La croissance, c'est la création, la croissance au niveau culturel, la croissance au niveau des plaisirs de vie, la croissance au niveau des plaisirs simples. C'est à ce niveau-là. La décroissance, c'est presque de vous dire, ayez honte d'aimer, ayez honte de jouir, ayez honte de vouloir, ayez honte. Donc vous ne parlez pas en fait de facteurs économiques purement et simplement. Oui, non. PIB, vous parlez d'une croissance qui est une croissance personnelle, une croyance intellectuelle, à tous les niveaux, oui. de création artistique, culturelle et autres. Oui, et sans nier la croissance matérielle non plus, hein, mais tout va parce ensemble. que cette croissance économique peut être accompagnée d'une croissance technique qui fait que justement l'actuelle croissance économique qui prend, avec une nouvelle système technique quelconque, on pourrait avoir une croissance qui, par exemple, avoir accès à l'énergie du prana, comme on dit que cette énergie qui nous entoure partout est une énergie infinie, parce qu'elle couvre l'univers entier.
ce serait une belle croissance. Nous ferons une émission spéciale, Catherine, sur le prana. Je sais que tu es très adepte de la chose, mais ça paraît être un peu flou pour beaucoup d'auditeurs. Alors le prana, donc. c'est l'énergie de vie, c'est ce qui fait pousser la graine, c'est ce qui fait que la vie existe en fait. Bon, comme tu dis, ça vaut une émission Oui, on fera entière. une émission spéciale. Mais le mieux... À la demande du public, vous pouvez nous écrire si vous voulez vraiment une émission spéciale. Oui. Catherine sera là. Oui. Tu disais que le mieux est l'ennemi du bien, sauf s'il s'accompagne de conscience, justement. Est-ce une légende ou une vérité? Moi, je suis passionnée des Amérindiens qui ont toujours refusé, et c'est pour ça qu'ils ont été traités de sauvages, parce qu'ils ont toujours refusé la roue. Par souvenir, paraît-il qu'ils seraient des descendants, qui auraient connu l'Atlante ou des choses comme ça. Oui, je tombe dans des choses très, très spéciales, mais peu importe, je m'en fiche, il faut me connaître. Ils auraient refusé la roue pour justement ne pas arriver dans une croissance néfaste, en fait. Parce que c'est vrai que si on réfléchit, la roue est un début de progrès technique qui a amené tout le reste, mine de rien, avec le feu. Donc il faut de la conscience. Faut-il arriver jusqu'aux Amérindiens tout refuser? Peut-être pas, mais accompagné de conscience et de mémoire, on peut aller vers du mieux. Ben oui, mais de toute façon, le progrès, on met beaucoup de choses derrière. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé de ce progrès qui nous fait reculer à la science religieuse, c'est-à-dire une science non plus qui est sur l'expérimentation et l'observation du XVIIe siècle, mais une science de prédiction. Du tout prédictif, donc qui n'est absolument pas le terrain. Bon, on l'a vu pour le Covid, mais on a vu aussi sur cette histoire de réchauffement, qui d'ailleurs fait poser la question, est-ce qu'un réchauffement, si tant est qu'il y en ait un, on n'en est absolument pas sûr, est-ce qu'un réchauffement de 2 degrés, alors en plus de 2 degrés, à quels endroits exactement, puisqu'on est sur des moyennes, encore une fois, est-ce que c'est une catastrophe? On nous dit que c'est une catastrophe. Donc, en fait, le progrès, c'est certainement pas le prédictif, alors que fondamentalement, quand même, les outils numériques peuvent être aussi une forme de progrès. Mais on disait, comme tout à l'heure, c'est pas l'objet en lui-même, mais ce qu'on en fait, l'usage qu'on en fait. Il est évident que quand on a des moyens technologiques aussi développés comme l'intelligence artificielle, ça demande à côté des textes législatifs qui aujourd'hui sont quand même pas mal en berne pour prévoir des contre-pouvoirs, pour réglementer, comme on aurait dû réglementer, enfin ne jamais sortir de la réglementation économique. En fait, l'idée, ce serait l'équilibre, c'est ça, d'équilibrer tout ça, parce que ça part toujours dans un sens. C'est toujours une immaturité collective, quelque part, qui est voulue d'ailleurs. Il y a toujours des avidités, et plus on va être dans des fossés entre des très riches et des très pauvres, plus cette avidité, parce que paradoxalement, il semblerait que plus on est riche, plus on veut être riche. C'est sans fin. Plus il y a cette avidité permanente, et finalement, qui détruit. Oui, et puis il y a toujours, quand on prend une mesure, être sur cette rétroaction et ces ajustements, comme je disais tout à l'heure, en disant tiens, telle mesure convient sur ce système-là, donc on parlait aussi du local, telle mesure d'irrigation est parfaite sur ce lieu-là, mais sur ce lieu-là, au contraire, elle assèche ou ça va pas, ou on se trompe de culture parce que c'est pas une culture endogène. Voilà, c'est cette fluidité, cette nuance. C'est aussi de la philosophie, mais c'est aussi l'esprit scientifique finalement. C'est le terrain. C'est le terrain, oui. Et il y a ce nouveau livre qui arrive, mais il y en a peut-être un autre aussi sur le règne d'Emmanuel Macron. Vous allez le faire ou pas? Je dis ça parce que vous avez un blog et vous avez fait des billets d'humeur sur le règne de Macron depuis qu'il est arrivé. Donc c'est un brave garçon, ce monsieur. Sans doute. Personnellement, je ne le connais pas. En fait, donc en 2017, quand il est arrivé, moi j'avais déjà suivi Élise Lucet, qui l'interrogeait alors qu'il était ministre du numérique d'ailleurs. Je crois que c'était sur Sanofi. Et puis elle lui demande, donc c'était en 2015, je crois mars 2015, donc il n'était pas encore président, mais il avait déjà été propulsé là. Et elle lui dit, mais c'est quoi la politique? Et lui répond, la politique, c'est faire des discours. Et elle dit, mais vraiment, c'est ça la politique? Il m'a dit, oui, la politique, c'est faire des discours. Donc c'était déjà un signe. Quand il est arrivé en 2017,
au départ, l'idée, c'était juste de faire des aphorismes, c'est-à-dire faire cette figure de style avec la politique. Ça m'intéressait de le faire, mes romans étaient déjà là-dessus, mais là, un aphorisme, ça demande une originalité, c'est très rapide. En réalité, très rapidement, les aphorismes n'y suffisaient plus, il fallait faire beaucoup plus important. Et donc, effectivement, au niveau mensuel, donc j'ai Politique française, donc là, récemment, donc février 2025, donc j'ai lu Annexus, qui fait une synthèse sur ce qui se passe, mais en billet d'humeur, c'est-à-dire c'est vraiment là sur du sensible. Mon souhait, donc ça serait effectivement que ça soit regroupé en recueil qui s'appellerait Emmanuel Macron, un imposteur, point d'interrogation. Mon imposteur est très fort, en fait. Même si c'est le point d'interrogation. Bon. On se protège juridiquement. Voilà. L'idée, je souhaiterais que ça puisse faire passerelle par rapport à des gens soit qui ne s'intéressent pas du tout à la politique et qui comprennent qu'ils sont acteurs politiques, soit des gens qui ont cru à cette personne, à cette gouvernance, qui pensent aussi qu'un président, des ministres, des députés, des parlementaires en règle générale savent mieux qu'eux. En réalité, ce n'est absolument pas vrai, qu'ils sont supérieurs à eux, donc cette espèce de vision verticale, pyramidale, et de donner ces outils-là à des gens qui ne se sentent pas concernés ou des gens qui, au contraire, ont soutenu cette personne et qui, j'espère, pourraient prendre conscience de son imposture en politique. Il n'y a pas que lui, mais je pense qu'effectivement, il n'a jamais vraiment dirigé le pays. Il a tenté plutôt de diriger les Français plus que de diriger la France. En fait, il y a un titre au niveau marketing qui serait pas mal, c'est Emmanuel Macron, l'effroyable imposture, ça marche bien ça. Peut-être qu'on aura aussi un livre qui s'intitulerait, je ne sais pas moi, est-ce que le chat de Laurence Wauquiez a dépensé? Enfin, on a vraiment, on attend le futur avec impatience. Mais justement, pour conclure sur ce futur, vous avez, avec tout ce qu'on vient de dire, est-ce que vous avez quand même bon espoir? Comment vous voyez, sans être prédictif, parce que finalement, c'est un peu contraire à ce qu'on vient de dire, mais votre intuition, votre instinct, à la lumière, c'est ce que vous êtes confiante sur l'avenir? En tout cas, alors, ce qui se passe par rapport à l'avenir, je pense qu'on a beaucoup ce point commun, c'est qu'effectivement, on n'arrive pas à se projeter autant qu'on pouvait se projeter avant. Ça change trop vite, en fait. Voilà, ça change trop vite, même quand on se protège des informations, parce que c'est important justement de trouver son propre rythme. Ça revient encore à cette souveraineté personnelle. Paradoxalement, je pense pas que je vais choquer, mais peut-être je vais choquer. C'est une période extrêmement riche. Moi, elle m'a permis de rencontrer et de faire des choses sur lesquelles j'étais pas amenée à faire. Et ça continue. Enfin, par exemple, à être là en ce moment, c'est une formidable opportunité justement à s'affirmer, à être et à aimer. Donc, la confiance sur nous, encore une fois, c'est un petit peu particulier, parce que moi je parle beaucoup de la France, puisque je suis français, mais je pense que la Belgique c'est pareil, vu qu'on est ensemble dans l'UE, pris dans cette tenaille. C'est quand même très inquiétant là ce qui se passe sur un prétexte. Là aussi, on a encore un prétexte de la méchante Russie. Je rappelle quand même que la Russie fait partie de l'Europe. Il n'a jamais attaqué l'Europe de toute son histoire. N'a jamais attaqué l'Europe, que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN et ne fait pas partie de l'UE. Bon, ça c'est un détail historique, c'est pas bon. Donc on se demande ce qu'on vient faire dans cette histoire, mais par contre on accuse Musk. Je ne sais pas si Musk est bien et pas, mais on l'accuse d'ingérence. Bon. Donc effectivement, il y a à la fois cette ouverture pour des gens dont on fait partie, qui ont compris assez vite et qui ont trouvé justement cette façon d'apporter quelque chose, de se sentir plus qu'utile, de se sentir vivant, et en même temps, on vit comme tout le monde cette peur de ne pas avoir la direction même de nos vies qui sont concernées par ces décisions, soi-disant pour entrer en guerre, pour amener. Donc on est sur les deux aspects contradictoires, c'est-à-dire qu'en même temps, waouh, qu'est-ce qu'on vit en ce moment de façon amplifiée, et en même temps, on aimerait que cette folie s'arrête. Ça paraît être une bonne conclusion. Ça me paraît très bien.
Donc pour les auditeurs qui nous suivent, vous pouvez retrouver un peu tout ce que fait Laurence Vaquy sur laurencevaquy.wordpress.com. Donc Vaquy, c'est avec un W. Hein. On dit bien Vaquy, non pas Wacky, même si on était en Belgique. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci Laurence Vaquy pour cet entretien. Merci à vous. Et vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux habituels. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de parler de nous. Et on se retrouve pour un prochain numéro du Monde d'à peu près très bientôt. Au revoir, merci.